La Jordanie promet de s'impliquer encore plus dans le combat contre l'État islamique. C'est la réponse d'Amman à l'assassinat atroce de son pilote filmé par l'EI. Après l'agression au couteau de 3 soldats devant un centre communautaire juif, la France étend aux Alpes-Maritimes le niveau maximum de son plan Vigipirate en vigueur à Paris depuis les attentats de janvier. En Argentine, un mandat d'arrêt visant la présidente Kirchner aurait été retrouvé au domicile du procureur Nisman, alimentant un peu plus les doutes sur son possible suicide. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. 24 heures après la diffusion de cette vidéo insoutenable montrant donc ce pilote jordanien brûlé vif par l'État islamique, eh bien, c'est tout le monde arabe aujourd'hui qui affiche sa colère, son indignation et puis son désir de vengeance. La Jordanie l'a montré dès ce matin en exécutant 2 prisonniers condamnés à mort pour terrorisme à Amman. Première réponse, mais il y en aura d'autres et on va justement analyser ce soir la situation car on sent bien qu'un mouvement s'est peut-être accéléré depuis hier soir au sein donc justement de ces pays arabes. On va en parler avec vous, Ali Waked, bonsoir. Bonsoir spécialiste donc du monde arabo-musulman. Et vous, Jacques Neria, expert sécurité et militaire. Vous êtes aussi un grand connaisseur du Moyen et du Proche-Orient. On va évoquer évidemment tout cela. تم فجر اليوم إعدام كل من المجرمة ساجدة الريشاوي والمجرم زياد الكربولي بعد إدانتهم بأعمال إرهابية. قد تلقينا بكل الحزن والأسى والغضب نبأ استشهاد الطيار معاذ الكساسي على يد تنظيم داعش الإرهابي الجبان. أن دم الشهيد الطاهر لن يذهب هدرا، سيكون انتقاما بحجم مصيبة الأردنيين جميعا. أنا الملازم الأول أستعين بالله وأطلب من الحكومة الأردنية أن تثأر لدم معاذ. Alors, je voudrais qu'on dise un mot avant de revenir en détail sur ce qui s'est passé aujourd'hui, mais un tout premier commentaire déjà avec vous, Jacques Neria, Ali Waked, parce que c'est vrai qu'on sent aujourd'hui peut-être que le monde arabe a pris vraiment conscience de la cruauté que revêtait l'État islamique avec ce qui s'est passé. Le monde arabe n'avait pas besoin de l'image d'hier soir pour apprendre et comprendre qu'il s'agit d'un mouvement très cruel, mais quand même, Daesh a battu un nouveau record dans la cruauté du monde arabe et Daesh a perdu une partie de la popularité qu'elle avait au sein des Jordaniens, au sein de certaines parties du monde arabe. Vous savez, Jean-Charles, malgré le fait que le pilote jordanien a été enlevé, une bonne partie de la population jordanienne était en faveur de l'État islamique. C'est identifié avec peut-être pas les moyens employés par l'État islamique, mais par l'idéologie de l'État islamique qui était prévue comme le protecteur de la dignité musulmane sunnite face aux sionistes, face aux chiites et face aux occidentaux. Et là, du coup, l'État islamique a fait savoir qu'il ne fait pas de différence entre un otage, un prisonnier musulman et non musulman. Et la preuve, c'est que enlever la tête à quelqu'un, c'est aussi cruel. Mais hier, c'était une cruauté que même les gens qui
qui connaissaient très bien l'organisation n'ont pas imaginé qu'elle va arriver ça, mais ceci prouve que Daesh est encore dans une étape où on pensait qu'elle était au-delà d'eux. Par exemple, on pensait que les ambitions territoriales de Daesh étaient beaucoup plus importantes qu'elles n'étaient, mais Daesh est encore dans le stade de la propagande. Daesh a priori préféré la propagande sur les ambitions territoriales, sur le soutien qu'elle avait auprès d'une bonne partie de la population jordanienne et arabe. Quand les tribus de la Jordanie, dont une bonne partie était pro-Daesh, pro-salafiste, demandent au gouvernement jordanien, au roi jordanien, de se venger de l'État islamique, à mon avis, Daesh a raté une bonne partie de sa popularité. Alors on va parler justement de cette riposte dans un instant. Jacques Neria, donc sur ce mouvement que l'on constate aujourd'hui. Je pense que le monde arabe est sous un choc psychologique de premier ordre. D'une certaine manière, on prétend une certaine modestie quand même. Je dirais que l'exécution du lieutenant jordanien, c'est plus ou moins se rapproche, où il y a un parallèle avec Charlie Hebdo. C'est le Charlie Hebdo arabe. Les gens, l'opinion publique arabe s'est réveillée à une cruauté qu'elle ne connaissait pas. La preuve, c'est que le moufti d'Al-Azhar, le moufti égyptien, a dit très clairement que les responsables de la mort de ce lieutenant doivent être brûlés et leurs membres doivent être coupés. C'est selon le Coran. C'est ce qu'il a dit ce matin-là. Donc je dirais, il y a une certaine, comme tout juste l'a dit Ali Waked, l'État islamique a perdu beaucoup dans cette affaire-là, beaucoup dans l'opinion je dirais, qui était favorable, plus ou moins favorable à des excès pareils. On voyait très bien entre sunnites et chiites, c'était permis entre l'État islamique et les Européens, c'était encore bien, avec les Japonais, c'était aussi la même chose. Mais là, s'attaquer à quelqu'un, je dirais, un vrai arabe qui appartient à une grande tribu de Jordanie et qui est aussi en Syrie, c'était un excès. Et à partir de là, je dirais que c'est la preuve que l'État islamique n'arrive pas aujourd'hui à accomplir ou à réaliser les cibles qu'il avait choisies. Il a été stoppé à Kobané. Kobané, c'est la Stalingrad des Kurdes. Il a échoué là-bas lamentablement. Et à Diyala en Irak aussi la même chose. Il a perdu des champs pétroliers et gaziers en Irak. Il ne semble pas, et au Liban même, je dirais, c'est l'armée syrienne libre qui est en train d'attaquer les rebelles djihadistes dans la région d'Arsal. Tout cela mène qu'ils sont en train de se poser des questions sur où allons-nous, que faisons-nous. Et là, la preuve, essayons d'augmenter la cruauté, essayons de créer un peu plus de panique, essayons de faire peur, et ça ne réussit pas. Et si on ajoute le fait qu'ils n'ont plus d'otages, et non plus avec... non, il y a une américaine. Il y a une américaine, mais oui, mais avec... depuis s'il y a quelques semaines, mois, ils avaient une douzaine d'otages. Là, ils sont avec une seule américaine. Beaucoup plus difficile de prendre d'autres otages. Et donc, ils doivent être de plus en plus cruels pour essayer de garder cette flamme d'attraction auprès de certains jeunes musulmans qui encore prêtent attention ou s'identifient avec l'idéologie de l'État islamique. Alors, je voudrais qu'on revienne donc en image d'abord sur ce qui s'est passé depuis ce matin. Donc le début de la riposte, car ce n'est qu'un début, dit la Jordanie. Leslie Rezougué. Une véritable déclaration de guerre après la diffusion hier du meurtre barbare de Mouat al-Kasasbeh par l'État islamique. La Jordanie n'a pas tardé à réagir. En représailles, la télévision d'État a annoncé ce mercredi l'exécution de 2 condamnés à mort irakiens. À l'aube ce matin, la criminelle Sajida al-Rishawi et le criminel Ziad Karbouli ont été exécutés après avoir été reconnus coupables d'actes terroristes. Tous deux appartenaient à des organisations terroristes. Ziad Karbouli était un responsable d'Al-Qaïda et Sajida al-Rishawi avait été reconnu coupable d'un attentat qui avait fait 60 morts il y a 10 ans à Amman. Cette kamikaze était réclamée par l'État islamique qui en avait fait une monnaie d'échange, promettant la libération de Mouat al-Kasasbeh contre le retour de Sajida al-Rishawi. Et ce n'est pas tout, l'assassinat du pilote jordanien a provoqué une vague d'indignation dans le royaume hachémite. Entre colère et choc, ils sont des centaines à témoigner de leur soutien à la famille du pilote. Et le père de Mouat al-Kasasbeh n'a pas tardé à réagir.
Le pays doit prendre sa revanche et j'appelle à la mort de chaque membre de l'État islamique. J'en appelle à la vengeance. Il faut exécuter les prisonniers et éradiquer Daesh, une organisation criminelle qui appelle ses membres partout dans le monde à agir avec cruauté et sans respecter ni les lois humaines ni les lois internationales. J'exhorte donc le gouvernement à venger le sang de Mouad et le sang du pays. Ce pays est Mouad. Une unité nationale souhaitée par le roi Abdallah, il est rentré plus tôt que prévu d'un voyage diplomatique aux États-Unis, réaffirmant l'unité de la nation. Alors que l'État islamique a franchi un nouveau cap dans l'horreur, la réaction la plus virulente est venue de la prestigieuse institution islamique d'Al-Azhar au Caire. Ses membres ont appelé à tuer, crucifier ou amputer les mains et les pieds des terroristes. Mais rien ne semble pouvoir arrêter le groupe djihadiste. Dans une vidéo, ses membres n'ont pas hésité à fournir les photos et les adresses d'autres pilotes jordaniens de la coalition, promettant une récompense à qui les capturerait. Face à cette menace qui pourrait toucher ses propres pilotes, les Émirats arabes unis viennent d'annoncer qu'ils ne participeraient plus aux frappes de la coalition. Alors justement, première faille, on va dire, dans cette coalition, on va y revenir, mais Ali Waked, un mot sur ce que disait le père justement du pilote jordanien. Ce même père et d'autres oncles du pilote jordanien qui, jusqu'il y a quelques jours, ils se sont adressés à nos frères musulmans de l'État islamique, au cœur de nos compatriotes, au cœur de nos patriotes de l'État islamique. Là, ils demandent la vengeance. Et ce n'était pas par hypocrisie, ce n'était pas par crainte que le père et les oncles se sont adressés de cette manière. Il y a une bonne partie, comme on a dit, des tribus de la population jordanienne qui s'étaient identifiées avec l'État islamique. Et là, du coup, l'État islamique perd beaucoup de popularité. Et un deuxième point, selon la tradition islamique, la mort par feu est réservée à Dieu. Et là, un être humain, un membre de l'État islamique, a pris le rôle de Dieu. Ce qui laisse, il fallait aujourd'hui suivre les réseaux sociaux, même ceux qui sympathisent les islamistes. Combien de gens se sont attardés sur la façon dont le pilote jordanien a été exécuté par le feu, et donc ils ont accusé l'État islamique qu'ils ont dépassé toutes les barres possibles dans leur attitude. Ouais. Alors justement, on se demande maintenant, Jacques Neria, parce qu'on a vu effectivement que les Émirats arabes unis retiraient donc leurs avions, semble-t-il, de la coalition. Impressionné par l'aviation des États, enfin des Émirats. Ce qui n'est pas le cas de la Jordanie, qui elle dit qu'elle va ce soir au contraire accentuer ses frappes. Écoutez, d'abord il faut souligner le fait que selon la tradition arabe en histoire, la demande de vengeance est légitime. Donc ça sera une vengeance légitime. Personne n'arrêtera cette tribu de faire quoi que ce soit pour se venger. Il y a le prix du sang devra être payé. Donc ça c'est acquis, et je pense que la Jordanie comme royaume a tout intérêt à prendre, je dirais, ce challenge-là et de l'adopter pour pouvoir, je dirais, non seulement de jouir de la sympathie, je dirais, et calmer toutes les ardeurs de l'opposition, puisque les salafistes et tout le monde se sont effacés aujourd'hui. Mais là, effectivement, il y aura, je dirais, une démarche jordanienne contre Daesh. Donc, la première, il y a 15 de prisonniers qui sont dans les geôles jordaniennes qui seront sans doute exécutés dans les jours à venir, certainement. Donc, c'est le prix que Daesh a fait payer à ses propres collègues. Et de l'autre côté, il y aura, naturellement, les Jordaniens ne vont pas avoir peur, ils n'ont pas froid aux yeux, ils vont s'engager un peu plus dans les frappes aériennes. Je ne pense pas qu'il y aura intervention physique d'unités jordaniennes. Par contre, comme les services de renseignement militaire, les services action des Jordaniens sont très performants, je n'écarte pas la possibilité qu'il y ait des actions sur le terrain par ces unités-là. Ouais. Alors justement, la Jordanie a été accusée aujourd'hui par certains journaux à Damas, donc journaux syriens pro-Assad, d'avoir pendant un moment laissé le champ libre, son pays finalement être traversé par tous ceux qui rejoignaient les rebelles djihadistes. Est-ce que vous pensez que quelque part la Jordanie prend un retour de bâton aujourd'hui? Le camp d'Al-Zatar était un des camps principaux d'entraînement des djihadistes. La Jordanie était
était l'endroit où entraîneurs américains, européens, dont français, et autres entraînaient ces djihadistes que le monde a préféré d'intituler les rebelles modérés. Il n'y avait pas de rebelles modérés. L'armée libre, et Jacques Méry peut me corriger, elle n'avait pas un rôle central dans cette rébellion syrienne. Et là, les pays qui ont flirté avec les djihadistes sont en train de payer le prix de ce remonte interdit avec ces djihadistes. À l'exception de la Turquie, malheureusement. Qui est le principal instigateur, je dirais aujourd'hui, c'est grâce à la Turquie que des milliers de djihadistes sont entrés en Syrie, c'est grâce à la Turquie que Daesh a voulu contourner Kobané sans avoir réussi à réduire la ville kurde. On voit dans les métros et dans les bus à Istanbul, on voit les gens qui sont avec des t-shirts de Daesh, on voit les manifestations immenses, je dirais, qui se déroulent à Istanbul en faveur, je dirais, des djihadistes. La dernière, c'était une solidarité avec les frères Kouachi. Donc, nous sommes tous des Kouachi. C'était je dirais, le syllabus de cette manifestation. Et là, effectivement, il faut voir où les choses vont se développer. Comme le dit très bien Ali Waked, ceux qui ont investi dans les djihadistes sont en train de payer le prix. Ouais. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment justement va se dérouler maintenant cette lutte contre l'État islamique, puisqu'il y a eu donc des condamnations très fermes, le roi d'Arabie Saoudite également, aujourd'hui le nouveau roi qui a réagi. Qu'est-ce que ça peut changer à votre avis, Ali Waked, dans le combat mené actuellement contre l'État islamique, ce qui s'est passé là? Je ne sais pas si sur le plan stratégique de la confrontation directe entre la coalition internationale et l'État islamique, si on va voir un changement, puisque jusqu'à présent, l'attitude qui régnait, c'était without boots, sans bottes sur le terrain. Il y avait quelques milices kurdes et autres qui se confrontaient avec l'État islamique, mais pour le moment, je n'ai pas entendu les superpuissances occidentales non plus, les pays arabes dire vouloir être impliqués de plus en plus sur le terrain contre l'État islamique. Mais à mon avis, les services secrets de certains États arabes qui ont fermé les yeux sur le recrutement de ces djihadistes de ces pays pour l'État islamique vont devoir être beaucoup plus assertifs dans leur lutte contre tout le système de recrutement de ces djihadistes. Les réseaux sociaux du monde arabe sont ouverts pour pouvoir savoir quelle est l'adresse IP Internet de Jean-Charles ou de Ali qui parle, qui converse, qui chatte avec les djihadistes pour arriver et essayer de les arrêter. Là, à mon avis, les services secrets dans le monde arabe vont commencer à arrêter, à minimiser, à réduire la propagande, le rôle, les tâches de recrutement de l'État islamique auprès de la jeunesse dans leur pays. Mais Jean-Charles, à nouveau, si cette campagne va se réduire à l'aspect sécuritaire et à l'aspect militaire, on n'arrivera pas au résultat total. Il faut envisager une nouvelle politique d'ordre social, d'ordre économique, parce que la Jordanie peut faire tout, mais s'il y aura des gens toujours dans la pauvreté, s'il y aura toujours des gens dans le chômage, ils seront beaucoup plus attentifs au message de l'État islamique, parce qu'aujourd'hui c'est l'État islamique, demain ça va être l'État pro-islamique ou une autre organisation, mais qui aura la même idéologie. Ouais. Il faut cesser l'hypocrisie concernant l'Arabie Saoudite et le Qatar. L'Arabie Saoudite et le Qatar, ce sont les principaux bailleurs de fonds du djihadisme. Le salafisme a été propulsé en avant par l'Arabie Saoudite. Le salafisme, c'est l'étape pré-djihadiste, c'est l'étape pré-État islamique. La preuve, plus de 2500 volontaires saoudiens se trouvent dans les rangs de l'État islamique, des pays du Golfe et d'autres pays. Il faut arrêter, à partir du moment où on commencera à arrêter le flot d'armes, le flot d'argent, le flot de personnel, les choses pourraient changer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'Arabie saoudite a déclaré des lois des actes patriotes comme les Américains, mais sur le champ, les choses sont différentes. On voit que l'Arabie saoudite est occupée aujourd'hui par ces deux grands ennemis. D'un côté, les Houthis au Yémen, qui
qui leur pose un vrai mal de tête, et de l'autre côté l'opposition intérieure chiite qui est manipulée par les Iraniens. Et encore, Jean-Charles, certains spécialistes y voient même que la condition posée par l'Arabie Saoudite pour les États-Unis pour faire partie de cette coalition, munir avec plus d'armes les rebelles, dont le Front d'Al-Nusra et certaines armes qui sont arrivées à l'État islamique, on voit un élan dans l'activité de l'État islamique. En Syrie, par exemple, tous les attaques suicides, les attaques contre la capitale, contre Damas, même dans certaines régions de l'Irak, on voit une tentative de contre-offensive de la part de l'État islamique, ce qui nous laisse penser, est-ce que l'Arabie Saoudite a été payée par la monnaie qu'elle a demandé, plus d'armes aux rebelles anti-syriens, aux rebelles anti-gouvernement irakien? Est-ce que l'Occident, est-ce que les États-Unis ont payé à l'Arabie Saoudite pour sa participation et pour le fait qu'elle a mobilisé d'autres pays arabes à faire partie de cette coalition? Parce que si jamais on se plaint contre l'État islamique et avec l'autre main on soutient et on fournit d'armes à l'État islamique ou au Front d'Al-Nusra, il s'agit de la même idéologie. Les différences sont... C'est la virgule. C'est la virgule avant ou après. Non, donc il faut que le monde, il faut que la communauté internationale donne la réponse. Est-ce que d'un côté il y a une coalition anti-État islamique, mais de l'autre côté les taxes des Occidentaux font partie du système de financement de l'État islamique ou du Front d'Al-Nusra? Alors, ce qui est certain, c'est que le président Bachar Assad est en train de trapper ses côtes pour ne pas éclater de rire. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs aujourd'hui avec la réaction des journaux effectivement syriens. Alors je voudrais qu'on voit maintenant comment la Jordanie peut justement réagir, de quelles options dispose ce pays, parce que c'est un petit pays mais qui a effectivement une certaine force au Moyen-Orient. Enquête signée Mathias Inbar. La Jordanie promet de se venger après l'immolation par le feu de son pilote, pris en otage par Daesh. Une vengeance qui fera trembler le monde, annonce Amman. La question est de savoir si la Jordanie en a les moyens militaires et logistiques. Oui, estime Oded Eran, ancien ambassadeur israélien en Jordanie. L'armée jordanienne dispose d'une puissante armée équipée par les meilleures armes américaines auprès de son armée de terre, de mer et de l'air pour faire face à la menace de Daesh. Mais l'État islamique pourrait être aussi tenté de pénétrer la Jordanie via des cellules internes et locales pour effrayer la population. À la fin de cette vidéo, une voix off présente une liste de 11 pilotes jordaniens opérant actuellement contre l'État islamique en Syrie et en Irak. Une récompense de 100 dinars d'or est même offerte à tous ceux qui tueraient l'un des pilotes. L'État islamique, déterminé à adresser un message au royaume hachamite, accusé par Daesh, selon leurs propres termes, de coopérer avec les croisés et Israël contre leur califat. La Jordanie est-elle alors la prochaine cible des djihadistes? Israël et les États-Unis se sentent déjà concernés pour cet ancien diplomate. La Jordanie est un acteur stratégique important pour Israël. Je voudrais vous rappeler ce qui s'est passé en 1970 au cours de Septembre Noir. La Jordanie s'est rapprochée des États-Unis qui se sont tournés ensuite vers Israël. Nous avons fait ce qui était nécessaire de faire à cette époque et les blindés syriens ont fait demi-tour et sont rentrés en Syrie. Il faut dire que les États-Unis sont déjà passés de 600 millions à 1 milliard de dollars d'aide logistique et militaire à la Jordanie. Selon les experts, Amman savait que son pilote avait déjà été exécuté le 3 janvier dernier. Le retour de son ambassadeur en Israël s'inscrirait ainsi dans l'optique d'une guerre régionale et globale contre Daesh. Alors voilà donc pour ces éléments concernant la Jordanie. Puis il y a évidemment la question qui se pose aujourd'hui d'une opération de plus grande envergure pour éradiquer l'État islamique. La question aussi d'intervention au sol, cette fois de la coalition internationale. Écoutez ce qu'en pensent d'ailleurs quelques Israéliens rencontrés aujourd'hui dans les rues de Tel Aviv. C'est une question difficile, je ne sais pas si c'est une bonne idée. L'État islamique est en train de grandir de façon exponentielle et visiblement nous aurons des répercussions, que ce soit les États-Unis ou Israël. Donc il faut forcément que quelque chose soit fait car ça ne va pas en s'arrangeant. Exécutez-le, tous, c'est mon opinion. Il faut une opération militaire car elle tue beaucoup de gens comme nous. Et mieux vaut que ce soit des personnes de l'EI qui meurent plutôt que nous. Pourquoi est-ce qu'on devrait les attaquer? Ils ne nous ont pas décapités, nous.
pas besoin de s'en mêler. Il faut se battre contre les hommes de Daesh parce qu'ils sont comme les barbares il y a 300 ans. Ils tuent tout sur leur passage et ils ne font pas de cadeaux à personne. Je ne sais pas vraiment ce que nous pouvons faire, même si je pense qu'il faudra bien les stopper avant qu'ils arrivent jusqu'en Israël. Ils veulent conquérir l'Europe et le monde, nous devons les arrêter. Alors voilà quelques réactions, vous voyez que ça ne touche pas seulement que le monde arabe, hein, l'émotion est aussi en Israël, et donc on se demande maintenant ce qui va se passer, Jacques Neria. Il faut regarder du côté de l'Est. De l'Est, c'est ce qui se passe en Irak et en Iran, la coopération militaire grandissante entre l'Iran et l'Irak, la présence d'unités iraniennes sur le sol irakien, l'entraînement massif de milices chiites. D'ailleurs, ce sont les milices chiites qui se sont emparées de Diyala. Donc, ce n'est pas l'armée irakienne. L'armée irakienne ne s'est pas battue. Donc Muqtada Assad, c'est le symbole qui pousse. Et là, je dirais, plus le temps passe, plus, je dirais, les jours de l'État islamique sont comptés. Mais il ne faut pas désespérer, on ne parle pas pour demain, d'après-demain, on parle d'une période entre 3 et 5 ans. Ouais, c'est un territoire qui est énorme, c'est un territoire qui est aussi grand presque que le Royaume-Uni, donc avec, je dirais, une organisation ferme, avec un squelette d'État qui fonctionne. On voit déjà dans la séquence qu'on a vue sur la vidéo, on voit les soldats de Daesh habillés avec des tris comme il faut, bien ordonnés, ce n'est plus la pagaille. Donc c'est un État ordonné avec qui il faut faire la guerre. La grande question, Jean-Charles, à mon avis, c'est est-ce que dans cette nouvelle réorganisation du Moyen-Orient, dans le cadre de la lutte anti-État islamique, est-ce que la communauté internationale va accepter la présence de Bachar Assad dans le pouvoir? Bachar Assad qui a averti il y a 2 ans le monde entier que le feu du terrorisme qui frappe la Syrie va toucher tous les pays qui soutiennent les rebelles. Kadhafi à l'époque avait dit qu'il était attaqué par Al-Qaïda, personne ne l'a cru. Aujourd'hui on voit ce qui reste de la Libye. Il y a 3 ans, Bachar Assad avait dit « Je suis attaqué par les djihadistes, par Al-Qaïda », personne ne l'a cru. Et la preuve, voilà de ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est l'implication, je dirais, presque totale du Moyen-Orient dans un bain de sang qui est créé par les djihadistes. Voilà, et on apprend aujourd'hui également, les Kurdes l'ont révélé en tout cas, qu'1 millier de leurs combattants ont péri en justement menant cette guerre contre l'État islamique à la fois en Irak et en Syrie. Effectivement, merci. On suit ce qui se passe de très près en Jordanie. On vous reposera d'ailleurs demain des reportages avec nos envoyés spéciaux qui sont sur place. Merci Jacques Neria, merci Ali Oueked. Dans un instant, on restera évidemment sur ce dossier du djihadisme avec la situation en France au lendemain de l'attaque qui a visé 3 militaires en faction devant un centre communautaire juif à Nice. Garde à vue prolongée ce soir pour le suspect qui a été interpellé. Et puis, le plan Vigipirate renforcé, alerte attentat, c'est le niveau le plus élevé qui a donc été étendu à Nice et au département des Alpes-Maritimes. On y revient dans un instant. Une petite pause et la suite du Grand Direct. Merci. La Jordanie promet de s'impliquer encore plus dans le combat contre l'État islamique. C'est la réponse d'Amman à l'assassinat atroce de son pilote, filmé hier par l'EI. Après l'agression au couteau de 3 soldats devant un centre communautaire juif, la France étend aux Alpes-Maritimes le niveau maximum de son plan Vigipirate, déjà en vigueur à Paris depuis les attentats de janvier. En Argentine, un mandat d'arrêt visant la présidente Kirchner aurait été retrouvé au domicile du procureur Nisman. Voilà qui alimente un peu plus les doutes sur le possible suicide du magistrat. La France va donc maintenir le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé à Paris et cette mesure est donc étendue depuis cet après-midi aux Alpes-Maritimes après l'agression au couteau qui a visé plusieurs soldats devant un centre communautaire juif à Nice. Le terroriste, lui, a vu sa garde à vue prolongée ce soir et l'on sait à présent qu'il était placé sous surveillance par les services de renseignement. Maxime Pérez. Un petit délinquant en voie de radicalisation. Voilà comment est présenté Moussa Koulibaly, l'homme qui a agressé au couteau 3 militaires mardi devant un centre communautaire juif de Nice.
Et s'il porte le même patronyme qu'Amedi Koulibaly, il n'aurait aucun lien de parenté avec le tueur de Montrouge et de l'hypercachère de Port-de-Vincennes. Âgé de 30 ans, Moussa Koulibaly ne vit pas dans la Côte d'Azur, mais dans la ville de Mantes-la-Jolie en région parisienne. Dans le quartier de Val-Fouré, l'immeuble de 8 étages où il habitait a d'ailleurs été perquisitionné mardi soir. Le casier judiciaire de Moussa Koulibaly est déjà bien fourni. Entre 2003 et 2012, il a été condamné à 6 reprises. À son actif, amende et peine de prison avec sursis pour des méfaits, le plus souvent commis à Mulhouse en Alsace. L'enquête qui est en cours, qui commence, nous dira quelles étaient les relations possibles entre ce personnage et d'autres réseaux, si toutefois il en existe, ce qui n'est pas établi, de mieux cerner la psychologie de ce terroriste. Terroriste et globe-trotteur délinquant. Moussa Koulibaly avait été repéré mi-décembre par les services de police alors qu'il faisait du prosélytisme agressif dans une salle de sport de Mantes-la-Jolie. Son profil a tout de suite été transmis à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Sans être mis sur écoute, Moussa Koulibaly est placé sous la surveillance des services de renseignement. Après avoir disparu des radars, il réapparaît le 27 janvier à Ajaccio, dans une agence de voyage. Sa requête, un aller simple pour Ankara, point de passage obligé pour les amateurs du djihad. Air France est prévenu, puis la police aux frontières et enfin la DGSI. Celle-ci demande aux autorités turques de refouler Moussa Koulibaly. Le 29 janvier, à son arrivée à l'aéroport Atatürk d'Istanbul en provenance de Rome, le suspect est renvoyé dans la capitale italienne. La DGSI l'entend à son retour à Nice. Son audition ne permet pas alors de l'inculper. Alors avant d'aller à Nice, je vous propose d'abord donc d'écouter l'annonce faite cet après-midi par le Premier ministre français Manuel Valls à l'Assemblée. Au vu de la situation particulière que la ville de Nice vient de connaître, je viens de décider, comme en Île-de-France, depuis 4 semaines déjà, de passer dans les Alpes-Maritimes le plan Vigipirate au niveau alerte attentat, parce qu'il faut que tous les moyens soient mis en place au moment où peut-être il y a des complicités liées à l'auteur de cette agression. Alors en ligne avec nous justement, Maurice Nidam, le président de la communauté juive de Nice. Bonsoir Monsieur Nidam. Bonsoir Monsieur Banoun. Est-ce que vous êtes satisfait de cette annonce faite par Manuel Valls et donc de voir les mesures de sécurité renforcées à Nice après ce qui s'est passé? Bien entendu, puisque hier soir nous étions en réunion jusqu'à tard avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian qui sont venus exprès à Nice. Et donc nous leur avons exposé la situation et ils ont pensé effectivement que la situation était suffisamment inquiétante pour passer à la phase alerte du plan Vigipirate. Oui. Est-ce que vous avez aujourd'hui des précisions pour savoir effectivement si ce terroriste avait l'intention de s'en prendre aux institutions juives, donc à ce centre communautaire, ou bien si ce sont les militaires qui ont été visés? Non, en l'état actuel de l'enquête, il n'est pas possible de dire qu'il cherchait à atteindre autre chose que les militaires. Parce que le terroriste, donc en réalité, a fait tomber volontairement un sac plastique. On l'a visionné sur les caméras de la ville de Nice. Il fait tomber volontairement un sac plastique devant le militaire qui était en faction devant le centre communautaire pour que celui-ci se baisse et le ramasse. Et à ce moment-là, il exhibe un couteau très effilé et il va pour lui trancher la gorge, parce qu'il a voulu lui porter un coup à la gorge. Et le militaire a eu le réflexe de se reculer et il lui a fait une grosse estafilade sur la joue, sous l'œil. Alors aujourd'hui, dans quel état d'esprit se trouve justement la communauté juive de Nice? Est-ce que vous, évidemment, vous vivez dans la peur d'un nouvel acte de terreur? Pas du tout. La communauté juive est très sereine, elle continue de vaquer à ses occupations, elle continue d'aller dans les synagogues, dans les centres communautaires, toutes les manifestations qui étaient organisées sont maintenues, rien ne doit changer. On ne doit pas donner raison à ces terroristes. Et vous avez l'impression aujourd'hui que la protection est suffisante? Je pense qu'elle l'était déjà. Parce que il y avait quand même 300 militaires, même si on ne peut pas donner. Il y avait 300 militaires qui étaient chargés de la protection des lieux de culte de la communauté, de l'ensemble des cultes ou des différentes associations communautaires, ce qui est énorme.
Et véritablement, on était rassurés parce que c'était une présence extrêmement vigilante et surtout, on les savait armés et prêts à tirer le cas échéant, etc. Nous avons effectivement depuis des années mis des systèmes de sécurité en place, etc. Donc, normalement, l'ensemble de nos fidèles sont rassurés, quand ils viennent à des manifestations, ils savent que les mesures préventives sont toujours prises comme il faut. Et là, on avait en plus un surcroît, je dirais, de protection. Alors donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on aurait plus d'inquiétude. Bon, il y a eu, c'est un acte effectivement qui nous a émus sur le moment. Mais la vie doit reprendre son cours. Merci. Et nous ne sommes pas spécialement, inquiets. Voilà. Merci beaucoup, Maurice Nidam. Donc, je vous rappelle que vous êtes le président de la communauté juive de Nice. Merci d'avoir été en direct ce soir. Et on reste en France pour évoquer le provocateur humoriste Dieudonné qui était poursuivi aujourd'hui pour apologie du terrorisme après avoir tweeté « Je me sens Charlie Koulibaly » il y a quelques jours après les attentats de Paris. Le tribunal correctionnel examinait son cas et le procureur a requis ce soir contre lui 30 000 € d'amende sous peine d'emprisonnement. Il risquait une peine de 7 ans de prison. La Grèce annonce qu'elle va engager un plan de réforme de son économie pour la période 2015-2018 et ce en échange d'un allègement de ses obligations budgétaires. La dette grecque, elle, restera intacte. Le Premier ministre Tsipras, vous le voyez sur ces images, a été reçu ce soir à l'Élysée à Paris par le président François Hollande. Et on va écouter justement le chef de l'État français. Le premier principe, c'est celui de la solidarité. Nous sommes dans la même zone monétaire. Nous avons donc les mêmes intérêts, les mêmes objectifs et les mêmes obligations. Et puis le second principe, c'est celui de la responsabilité. Nous sommes responsables d'une monnaie. Cette monnaie n'appartient pas à un pays, elle appartient à l'ensemble de la zone euro. Et donc, des efforts doivent être faits par les uns et par les autres pour que cette monnaie ait la stabilité nécessaire pour être respectée. C'est le cas. En Ukraine, aucun signe d'accalmie aujourd'hui. Au contraire, un obus est tombé sur l'un des hôpitaux de la ville de Donetsk. Au moins 3 civils ont été tués. La France affirme de son côté qu'elle n'a pas l'intention de fournir des armes à l'Ukraine contre les rebelles pro-russes qu'évoque pourtant la Maison-Blanche aux États-Unis. En Argentine, nouvelle révélation dans l'enquête sur la mort du procureur Nisman, dont le suicide suscite de plus en plus d'interrogations. Un mandat d'arrêt visant la présidente argentine a été retrouvé à son domicile. On sait que le procureur la soupçonne d'avoir voulu étouffer la responsabilité de l'Iran dans l'attentat contre la mutuelle israélite en 1994. Leslie Rezoug. Nouvelle révélation autour de la mort trouble du procureur Alberto Nisman. Plus de 2 semaines après son décès controversé, un document relance les doutes. Il révèle notamment que le procureur avait un temps envisagé de demander la détention de la présidente Cristina Kirchner pour entrave à la justice. Alberto Nisman soupçonnait la présidente de favoriser l'impunité de suspects iraniens dans l'attentat de la mutuelle juive Amia qui avait fait 85 morts en 1994. Découvert dans une poubelle, le document de 26 pages date du 14 juin dernier et le brouillon du mandat d'arrêt embarrasse la classe politique argentine. Après avoir démenti lundi l'information, les responsables gouvernementaux ont dû faire face à la parution du quotidien Clarín qui dévoile de larges extraits du document. Un document que le chef du gouvernement n'a pas hésité à déchirer publiquement. Mais pour la procureure en charge du dossier autour de la mort d'Alberto Nisman, ce document a une importance capitale dans le dossier. Ils sont protégés et ils ne modifient pas l'enquête. Ils ne changent pas sa direction, cela ne va pas modifier le cours de l'enquête. Si Alberto Nisman avait finalement choisi de demander la détention de la présidente, sa requête aurait dû être validée par un juge avant d'être analysée par le Parlement. Il aurait eu besoin d'une majorité de 2/3 pour poursuivre la procédure, mais la coalition emmenée par Cristina Kirchner détient la majorité dans les 2 chambres. Nul doute alors que la requête du procureur n'aurait pas eu d'effet, mais l'existence de ces documents s'ajoute à la longue liste d'incohérences qui entourent sa mort et qui font croire à une majorité d'Argentins qu'il a été assassiné.
Alors que le mystère s'épaissit, un récent sondage révèle également qu'ils sont plus de 70% à estimer que la mort d'Alberto Nisman ne sera jamais élucidée. Alors, on va justement rejoindre en direct à Buenos Aires, donc en Argentine, notre correspondant Ryan Indy. Bonsoir Ryan, vous suivez l'enquête sur la mort suspecte de ce procureur. Est-ce que la découverte de ce mandat d'arrêt, eh bien, justement, vient conforter ceux qui pensent qu'il ne s'est pas suicidé ? Oui, absolument. La découverte de ce document est capitale, en Argentine. Ça démontre encore une fois, ça enclave un petit peu cette affaire dans une crise politique et institutionnelle très forte. Et comme vous l'avez dit, le plus préoccupant, c'est cela, que les Argentins ne font plus confiance dans leurs institutions et qu'ils ne s'attendent pas à avoir la vérité sur cette affaire. Il y a un vrai sentiment d'impunité qui règne et beaucoup qui critiquent aussi le manque de professionnalisme des institutions argentines, des représentants politiques qui n'hésitent pas à s'exprimer avec des informations qui ne sont pas confirmées et qui ensuite doivent les démentir. Alors justement, ce mandat d'arrêt qui existait et qui aujourd'hui, donc cette enquête n'avance plus, ça veut dire que concrètement, la présidente Kirchner ne risque plus d'être inquiétée aujourd'hui ? Non, de toute façon, ce document n'a pas de valeur légale, puisque ce n'est pas un document qui a été signé ni qui a été transmis à la justice. C'est un document qui, effectivement, était un brouillon de mandat d'arrêt, mais qui aurait eu peu de chances, finalement, d'aboutir. En réalité, ce que ça provoque, c'est plus un scandale politique, justement, sur l'impunité des chefs du gouvernement et des hommes politiques en général. Est-ce que la thèse du suicide aujourd'hui est encore soutenable en Argentine ou pas pour le procureur Nisman ? La thèse du suicide, pour l'instant, c'est la seule piste qui existe pour l'instant. Maintenant, au sein de la population, évidemment, la plupart n'y croient pas. Enfin, en tout cas, il y a trop d'éléments contradictoires. Il y a trop de choses qui embarrassent un certain nombre de dirigeants politiques, des institutions, des juges, ce qui fait que, effectivement, voilà, la thèse du suicide, elle est de plus en plus difficile à croire, en tout cas. Merci beaucoup, Ryan Indy, correspondant donc pour i24 News en direct de Buenos Aires, en Argentine. Au Nigeria, les combats font rage entre les armées tchadiennes et camerounaises d'une part, et puis Boko Haram de l'autre. Les islamistes auraient réussi aujourd'hui à tuer une centaine de civils lors d'une contre-attaque menée dans plusieurs villages du nord. L'armée tchadienne, de son côté, elle affirme avoir tué au moins plus de 200 combattants de Boko Haram ces derniers jours. L'Iran et les États-Unis seraient tout proches d'un accord trouvé sur le dossier du nucléaire. C'est ce que laisse entendre la présidence iranienne, alors que Rouhani, le chef de l'État iranien, s'est pourtant livré aujourd'hui à des attaques verbales assez violentes contre l'Occident. C'était ce matin lors d'un discours. Cyril Amar. Ispahan, la troisième ville d'Iran, abrite l'un des plus grands sites nucléaires de la République islamique. C'est ici, devant la foule, que Hassan Rouhani a choisi de fustiger les puissances occidentales, avec qui il négocie sur son programme nucléaire. Avez-vous été capable d'apporter la sécurité pour vos pays avec la bombe atomique ? D'apporter la sécurité à l'oppresseur qu'est Israël ? D'apporter la sécurité pour votre propre pays d'Amérique ? D'apporter la sécurité pour l'Occident ? Nous n'avons pas besoin de la bombe atomique. Nous avons une nation grande, unie et capable de sacrifice. La veille, lors d'une rencontre avec les chefs des pouvoirs judiciaires et législatifs iraniens, Hassan Rouhani avait pourtant déclaré à une agence de presse locale que Téhéran et les grandes puissances étaient proches d'un accord. Nous avons réduit le fossé. Certes, des divergences subsistent, mais l'Occident a compris qu'il devait reconnaître les droits du peuple iranien. Même Ali Larijani, le très conservateur président du Parlement, a déclaré hier ne pas être pessimiste sur l'issue des négociations. C'est que le temps presse, l'Iran et les 5+1 se sont donnés jusqu'à fin mars pour conclure un accord politique. Du coup, pour sortir de l'impasse, les États-Unis et l'Iran envisageraient un compromis. Les 10 000 centrifugeuses iraniennes resteraient en place, mais elles seraient reconfigurées pour produire de plus petites quantités d'uranium enrichi, qui ne permettraient plus de fabriquer la bombe. Une formule de la dernière chance pour prendre de court les sanctions prévues par le Congrès et les représailles prévues par le Majlis, le Parlement iranien.
En Israël, les remous autour des dépenses du couple Netanyahou se poursuivent en pleine campagne électorale. Aujourd'hui, c'est l'ancien majordome du couple qui était entendu par la police pour évoquer notamment ce fameux scandale des bouteilles vides consignées de l'épouse du Premier ministre. Eli Otchenberg avec Maël Benoliel. La Bottlegate, l'affaire des bouteilles de la famille Netanyahou ne cesse de rebondir, cette fois avec un nouveau témoignage. Celui de l'ancien intendant de la résidence du Premier ministre israélien, Meni Naftali, qui avait porté plainte contre ses anciens employeurs pour mauvais traitement. C'est Naftali qui a contacté la police judiciaire de sa propre initiative. Il a apporté aujourd'hui son témoignage sur le scandale des bouteilles tel qu'il l'a vécu au sein de la résidence. Selon la police, ce témoignage apporte de plus amples informations sur cette affaire. L'ancien domestique a demandé l'immunité en échange de preuves tangibles de ce qu'il avance, un marché rejeté par la police. Sarah Netanyahou, l'épouse du Premier ministre, aurait gardé pour elle l'argent de la consigne des bouteilles vides, cumulant ainsi des milliers d'euros au fil des années. Mais ces bouteilles ont été payées par le budget de l'État. Cet argent aurait dû donc retourner dans les caisses des contribuables. Des accusations diffamatoires selon Benjamin Netanyahou destinées à entraver ses perspectives de réélection. L'affaire a fait beaucoup parler d'elle cette semaine, une affaire maintes fois récupérée et tournée en dérision, avec notamment ce jeu vidéo dans lequel la première dame doit ramasser le plus de bouteilles possible. Le Premier ministre lui-même était récemment le héros d'un jeu vidéo, tentant de se frayer un chemin vers le premier rang de la marche républicaine de janvier dernier à Paris. Le contrôleur de l'État israélien a annoncé la publication prochaine d'un rapport sur les dépenses de la résidence du Premier ministre, un document qui devrait paraître à un mois des élections et qui pourrait mener à des poursuites pénales. Les conclusions du rapport à une période aussi sensible risqueraient donc d'avoir de lourdes conséquences sur les résultats du suffrage. Alors, avant notre débat politique, dans une dizaine de minutes, on va s'arrêter sur cette campagne électorale avec vous, Julien Baloul. Bonsoir. Vous observez de très près ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur les écrans en Israël. Ouais. Et il y a cette guerre des clips que Netanyahou a animée cette semaine avec le fameux clip où il incarne un babysitter lui-même. D'ailleurs. Oui, c'était samedi soir à la sortie de Shabbat en Israël. Il a un peu donné le ton pour toute la semaine électorale, on peut le dire, en Israël. Ce fameux clip, vous l'avez passé ici dimanche, Jean-Charles. On le voit babysitter, le babysitter qui donc se propose de venir garder les enfants des couples en Israël en estimant que seul lui peut garder les enfants. La gauche a fini par réagir. C'est toujours le même procès qu'on fait à la gauche en Israël. La gauche est incapable. Il le dit dans le clip, comme si c'était Bougie et Sipi qui allaient garder vos enfants. Donc c'est pour vous dire le niveau du débat en Israël actuellement. La gauche donc a fini par réagir. Regardez la réponse du Machane Hatzioni, le camp sioniste, qui est donc le parti travailliste, plus Sipi Livni ensemble. אבל אתה ראש הממשלה, אתה תשמור לנו על הילדים. 3,356 רקטות נורו מעזה במהלך מבצע צוק איתן. אתה תשמור לנו על הילדים? הגעה של ביבי בפני הקונגרס, אסטרטגיה מסוכנת של נתניהו. הוא רוצה תפקיד בעיצוב הסכם עם איראן, אך פעולותיו מוכיחות שהוא לא יודע מה הוא עושה. אני לא סומך על ראש הממשלה הנוכחי. אתה תשמור לנו על הילדים? אתם עדיין סומכים עליו שישמור לכם על הילדים? אנחנו לא. Voilà, donc ça c'est le message de la gauche qui essaye de ramener le débat vraiment sur le bilan de Netanyahou et de dire il se prévaut de son bilan sécuritaire qui finalement n'est pas si glorieux que ça. C'est un peu le débat, le message de la gauche. Alors il y a un débat de fond qui commence quand même à s'engager. Oui, je disais, le débat électoral est franchement pas à un niveau très intéressant pour ces élections en Israël. On s'accuse plutôt sur des procès de personnes, sur des vols de bouteilles pour la femme du Premier ministre. Naftali Bennett essaye tout de même de ramener le sujet dans ses clips. Naftali Bennett, je sais pas si vous vous souvenez, lors des précédentes élections, et c'est au début de cette campagne aussi, c'était un peu la star du scrutin avec des vidéos, il tournait à Tel Aviv, c'était la star, c'était le troisième homme, il était très haut dans les sondages et ces derniers temps il commence à baisser au profit de Netanyahou parce que les électeurs de droite voient Benjamin Netanyahou devancé dans les sondages par la gauche et donc les électeurs de droite se sont rangés derrière Netanyahou pour le refaire monter dans les sondages et Bennett est en train de baisser. Du coup Bennett, il tente de montrer sa différence avec le reste de la droite et de la gauche, sa différence avec Netanyahou. Et sa principale différence, c'est que lui est contre un État palestinien et qu'il a des points de vue très différents du Likoud et du Parti travailliste sur le conflit israélo-palestinien. Et c'est le message de cette vidéo. Regardez. תראה, אנחנו ניסינו כבר הכל. אני לא יודעת למה זה כבר 20 שנה ככה. אז מה נתנו לו?
אוסלו א', אוסלו ב', הסכם חברון, הסכם וואי, התנתקות, אנפוליס, נאום בר אילן, שחרורי מחבלים. כן, אני רואה. הדברים האלה כבר מזמן לא עובדים. הוא לא ישרוד אם נמשיך ככה. אני לא מבין. מי היו הרופאים שלו כל השנים האלה? היו פה אנשים, הם הגדירו את עצמם כמיטב הרופאים, הם אמרו שאם ניתן לו תרופות אחרות, הוא ייכנס לבידוד. אני מתנצלת, דוקטור. קודם כל, אל תתנצלי. לא ברור מה צריך לתת לו? 4 שנים לפחות. Voilà, ce sont de vrais courts-métrages, et puis c'est effectivement très drôle. Merci beaucoup, Julien Baloul. Merci à vous, Jean-Charles. Il y a quelques jours, le Washington Post révélait que l'assassinat du chef militaire du Hezbollah à Damas en 2008 était l'œuvre collective à la fois du Mossad et de la CIA. Révélation étonnante qui amène d'ailleurs un ancien membre du Mossad à s'exprimer publiquement sur ce dossier très sensible. C'est d'ailleurs l'une des premières fois. Haïm Tomer est l'invité cette semaine du magazine Défense sur i24 News. Il répond à Alon Ben David. Écoutez. Je pense que la question la plus intéressante, c'est pourquoi elles ont été diffusées maintenant. Et pourquoi maintenant? Je pense que quelqu'un aux États-Unis qui se trouve derrière cette fuite voulait adresser un message à Jérusalem. Il a voulu dire que dans le cadre de la coopération secrète entre le Mossad et la CIA, entre Israël et les États-Unis, on peut atteindre des cibles, y compris des cibles importantes comme Imad Mournier, sans payer le prix payé au cours d'opérations unilatérales, comme ça a été le cas il y a quelques semaines. Donc ce que vous dites, c'est que les Américains disent à Israël, regardez ce qu'on aurait pu faire si on avait de bonnes relations. Je pense que si, comme le disent les médias étrangers, c'est l'œuvre de la CIA ou même dirigée par la CIA, ça n'a pas pu être publié sans le feu vert de Washington, sans que l'administration à Washington ne ferme les yeux. Voilà, à voir donc dans le magazine Défense cette semaine sur i24 News. Crash spectaculaire d'un avion de ligne de la compagnie Transasia à Taipei sur l'île de Taïwan en Asie. Bilan très lourd, au moins 22 morts, plusieurs disparus encore ce soir, mais une quinzaine de passagers ont quand même pu être secourus. Elsa Mourgue. Sur ces images amateurs, on voit l'avion de la Transasia en train de perdre de l'altitude au-dessus de Taipei, puis percuter le pont de cette autoroute surélevée et plonger dans une rivière, laissant des débris sur son passage. L'accident est survenu à 11h, heure locale, quelques minutes à peine après le décollage de cet avion transportant 58 personnes au départ de l'aéroport de Songshan. Les secours ont très vite été déployés. Une centaine de soldats, 8 canots de sauvetage et 15 ambulances tentent de sauver les passagers, dont on sait déjà que plusieurs sont morts. Mais il y a toujours espoir de retrouver ceux bloqués à l'intérieur de la carcasse de l'avion. À l'heure actuelle, nous demandons à l'armée de mettre en place un pont de fortune pour nous rapprocher du fuselage et lancer les opérations de sauvetage. Nous demandons aussi aux travaux publics de déployer des grues pour lever le corps de l'avion, car pour le moment, nous pensons que beaucoup de personnes sont piégées dans la tête de l'appareil. Impossible de savoir pour l'instant à quoi est dû le crash, mais c'est le deuxième en moins de 6 mois pour la compagnie Transasia. Une véritable série noire. En moins d'1 an, c'est le 5e crash d'avion de compagnie aérienne asiatique. Du football pour finir et l'épilogue d'une polémique à propos d'un pénalty litigieux. C'était lors d'un match de Coupe d'Afrique des Nations entre la Guinée et la Tunisie. L'arbitre qui a accordé ce pénalty qui a tout changé vient d'être suspendu. Lise Barenbaum. Après un quart de finale houleux entre la Tunisie et le pays organisateur, la Guinée équatoriale, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, la Confédération africaine du football n'a pas tardé à réagir. L'arbitre Sishourn Rajindra Passard a été suspendu pour 6 mois par la CAF. C'est pas la fin du monde pour le football tunisien, mais je pense que c'est une grosse critique qu'il faut faire pour le football africain, parce que c'est une honte d'avoir des arbitres comme ça à un tel niveau. L'arbitre avait accordé un pénalty très contestable à la Guinée équatoriale dans les arrêts de jeu du temps réglementaire. Un geste qui a permis au pays hôte, alors mené 0-1, d'égaliser et de s'offrir la prolongation. En toute fin de prolongation, il a ensuite mis fin à la partie avant même que le temps additionnel ne soit écoulé. Un arbitrage que l'entraîneur de la Tunisie a immédiatement contesté. Il a fait une grande erreur, l'arbitre. Une grande erreur. Je suis encore sage maintenant de dire ça.
Je félicite Guinée, mais vous avez vu comme moi, c'est difficile d'accepter certaines choses dans la vie. L'arbitre a ensuite été raccompagné par les forces de l'ordre hors du terrain. Les supporters tunisiens l'ont suivi jusque dans le tunnel d'accès au vestiaire. L'élimination controversée des Aigles de Carthage a entraîné la consternation des fans et de la fédération tunisienne. C'est du vol à l'état pur parce que il y a eu un péno, il n'y avait pas de péno, il y a eu un coup franc, il n'y avait pas de coup franc, il y a 2 buts. Voilà. Un match suivi par des débordements en Tunisie. Une dizaine d'agressions ont visé des membres de la communauté subsaharienne, principalement à Tunis et Sfax, mais aussi sur les réseaux sociaux. Le président de la fédération tunisienne, Wadi Jari, a par la suite démissionné de la commission d'organisation de la CAN pour signifier son mécontentement. La CAF a même été accusée de partialité par des joueurs et a donné jusqu'au 5 février à minuit à la fédération tunisienne pour présenter ses excuses. L'organisation tunisienne a déjà écopé de 50 000 $ d'amende. Si elle refuse de s'excuser, la Tunisie sera exclue de la prochaine édition de la CAN en 2017. Voilà, et on apprend à l'instant que la Jordanie a mené plusieurs frappes importantes visant l'État islamique en Irak. Ce soir, au moins 55 combattants de l'EI auraient été tués. On vous développera cela évidemment dans la soirée. Dans un instant, le débat élection en Israël avec nos analystes politiques. Restez avec nous.